Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Les gars, petite vidéo réaction aujourd'hui. Donc, on va réagir par rapport au débat d'hier au MEDEF entre les 7 candidats déclarés aux élections présidentielles de 2027. Et donc, on va écouter un peu ce que pensent les médias de ce débat et particulièrement sur Jean-Luc Mélenchon, tout simplement parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai trouvé que ces temps-ci, il y a un retournement de situation assez impressionnant par rapport à Jean-Luc Mélenchon, que ce soit sur les sondages, que ce soit sur les médias, ce qu'ils pensent de lui, le vocabulaire autour de Jean-Luc Mélenchon a changé. Parce qu'il y a 2, 3, 4 mois derrière Jean-Luc Mélenchon, c'était la peste, c'était le gars, fallait même pas prononcer son prénom. Aujourd'hui, quand tu écoutes certains médias, quand tu écoutes certains journalistes sur Jean-Luc Mélenchon, c'est hallucinant. Le vocabulaire qui est utilisé, c'est assez impressionnant. Bref, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Donc moi, c'est Regard étranger. Je suis un étranger. Et vu qu'en France, on va dire, on va pas se mentir, la moitié, peut-être la moitié du temps de parole est principalement destiné à l'immigration, la sécurité et même maintenant dans l'économie, quand on parle même maintenant de l'économie, on est capable de dire ouais, mais l'économie ne va pas bien parce qu'il y a trop d'étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le travail des Français. Bref, je suis pas là pour me plaindre. Peut-être il y aura une vidéo pour me plaindre, mais là on va écouter. Et donc, comme je le disais, oui, je trouve qu'on donne pas beaucoup la parole aux étrangers en France. C'est peut-être normal, hein. Je pense pas que quand tu vas en Chine, enfin, en Chine, c'est pas un bon exemple. Je pense pas que quand tu vas, je sais pas moi, en Angleterre ou en Allemagne, on invite les étrangers sur les plateaux de télé pour donner leur avis. Mais personnellement, je me suis permis de prendre la parole et donc de vous donner mon avis de temps en temps sur la politique. Donc c'est parti, on va écouter et vous allez voir, c'est assez marrant. Jean-Luc Mélenchon, moi, ce qui me frappe quand même, c'est sa dynamique absolument inexorable. Il n'a jamais été, si je me trompe peut-être, Frédéric, à cette étape d'une campagne électorale à ces niveaux-là. Jamais. Moi, je trouve que la courbe de Mélenchon, elle est exponentielle. Surtout, il sait faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. C'est-à-dire qu'on voit très bien quelle est la dynamique de sa campagne. C'est le seul candidat droite-gauche confondu à avoir une telle dynamique. Jean-Luc Mélenchon, il est vraiment dans une ascension fulgurante depuis quelques semaines. Il pourrait donner des cours aux Républicains, au PS, facilement et leur montrer c'est quoi une campagne, comment on bâtit un programme, comment on fait pour s'entourer, comment on communique sur les réseaux sociaux. Mais il devrait créer des formations, ce monsieur. Je suis désolée. Il devrait même créer des formations pour les autres partis politiques. C'est assez impressionnant. En fait, c'est vrai que vous voyez, moi, je me suis inscrit sur toutes les listes des candidats, toutes, juste pour voir un peu ce qu'ils envoient, pour voir un peu le programme, etc. et tout, comment ça fonctionne. Et quasiment, allez, 3, 4 fois par semaine, je reçois des mails de la France Insoumise, soit sur des meetings, soit sur les événements qui sont organisés dans la ville où j'habite, soit si je veux participer à des choses. Enfin, il y a énormément de trucs qui sont partagés quasiment 3 à 4, 5 fois par semaine. Les autres parties où je me suis inscrit, je reçois très peu de mails. Très honnêtement, je reçois très peu de mails. Donc, je pense qu'en termes de présence sur les réseaux sociaux, en termes de présence euh, par mail, en termes d'interaction avec les militants et tout, je pense que l'équipe de communication de Jean-Luc Mélenchon est très, très, très fort. Franchement, même en termes, regarde, juste ferme les yeux et pense aux couleurs des partis qui sont actuellement déclarés candidats. Juste les couleurs de leur parti. La France insoumise, les couleurs, ça te vient tout de suite en tête. Tu vois, le rouge bordeaux, le violet, etc. Ça te vient tout de suite. En fait, le violet là de LFI, ça te vient tout de suite en tête. Parce que tu l'as vu partout, parce que c'est partagé partout, parce que dès qu'il y a un meeting, il l'affiche partout, etc. Tu vois, en termes de communication, je pense qu'ils sont très, 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 très forts. Très forts. Et essaye de réfléchir, par exemple, pense aux couleurs d'Edouard Philippe ou bien les couleurs de Glucksmann. Bon, après Glucksmann avec son jaune bizarre là, bref. Mélenchon, positif, il sait malmener son auditoire pour le mettre dans sa poche. Écoutez ce qu'il a dit au patron. Les salaires, très bien, il faut les augmenter. Il faut augmenter le SMIC. Il faut augmenter le SMIC. Si vous n'augmentez pas les salaires, vous ne rigolerez pas longtemps parce que vous aurez la récession. Vous n'avez pas un peu honte de ce moment-là, en vrai, si on est tout à fait honnête, vous en tant que patron?
Comment avez-vous trouvé Jean-Luc Mélenchon Excellent. face au patron, Excellent. face au MEDEF? Excellent, oui. Excellent. Tu vois le vocabulaire, excellent, excellent, excellent. Et vous allez voir tout à l'heure, il y a une dame aussi qui va dire impressionnant. Tu vois, c'est du vocabulaire que tu n'entendais pas il y a 2 mois sur Jean-Luc Mélenchon. Il y a un truc qui a changé. Dynamique Mélenchon est-elle devenue inarrêtable? Entre des sondages en hausse spectaculaire et une prestation remarquée face au patron du MEDEF, le phénomène prend une ampleur inédite, à tel point que sur les plateaux de télévision, éditorialistes comme opposants sont bien obligés de s'incliner et de reconnaître l'évidence. Regardez la courbe jaune, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en passe effectivement de se qualifier pour ce deuxième tour, en passe de dépasser Édouard Philippe. Moi, quand je vois 12% Glucksmann, en fait, tu vois, je veux pas manquer de respect. Je veux pas manquer de respect à Glucksmann ou à ses militants, etc. Mais je pense que c'est juste des gens que les médias ont réussi à faire croire au fait que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas bien, faut pas voter Jean-Luc Mélenchon parce qu'antisémite, machin, truc, gna gna gna. Et ils se sont rabattus sur Glucksmann. Parce que Glucksmann, je sais pas pourquoi j'ai du mal. Je suis désolé, hein, j'ai pas de parti, tu vois. Je peux te dire la même chose sur Marine Le Pen. Je peux te dire Marine Le Pen, c'est incroyable. Marine Le Pen, il a ses sujets qu'il maîtrise. Ok, on peut être d'accord avec ce qu'il pense ou pas. Mais elle est là, elle est constante, elle a ses idées. Oui, de temps en temps, elle change sur quelques points. Par exemple, elle voulait sortir de l'Europe, maintenant elle veut plus sortir. Mais ça arrive en politique de s'adapter, de se réadapter, etc. Donc, mais sinon, sur la base, elle est cohérente. Et les filles, c'est pareil. Et les filles, ça fait peut-être 10 ans sur la base, on sait ce qu'ils veulent, on sait c'est quoi leur politique, on sait ce qu'ils veulent mettre en place. Ok, tu peux ne pas être d'accord, tu peux dire que ça va coûter trop cher, machin, truc et tout. Tu peux avoir un avis, mais tout le monde sait ce qu'ils veulent mettre en place. Mais tout ce qui est au milieu là, que ce soit Glucksmann, Philippe, Attal, Rotaillot, machin, j'ai du mal. En fait, attendez, j'ai du mal, mais différemment. Glucksmann, j'ai du mal parce que le gars, je vois pas où est-ce qu'il est compétent. J'ai du mal à voir un point sur lequel il est compétent. Oui, ok, parfois il sait parler un peu de temps en temps, mais je comprends pas ce gars. Édouard Philippe Attal, si les Français les mettent au pouvoir, il faudra m'expliquer. Parce que je pense que, en fait, c'est des gars. Non, mais quand même, en fait, aujourd'hui, quasiment, il y a des sondages qui disent que 80% des Français ou 70%, je sais plus, des Français ne sont pas satisfaits des résultats de Macron. Et tu veux mettre des Macron. Enfin, en fait, tu vois, ils essayent, oui, ok, on n'est pas Macron, on était Premier ministre, mais gna gna gna, ça, j'étais pas là, moi, j'étais pas d'accord avec le président, je veux mettre ça, gna gna gna. Mais frère, je suis désolé. Les gars, vous êtes des Macron. Donc la dynamique, elle est clairement du côté de Mélenchon aujourd'hui. Le challenger qui a le plus faim, effectivement, c'est Mélenchon. Moi, je trouve que la courbe de Mélenchon, elle est exponentielle. Et c'est Bon, exponentielle, c'est peut-être un gros mot, mais oui, on voit quand même une montée quasi constante. Tu vois, t'es là, tu montes, ensuite là, tu montes encore. Alors que là, on a une sorte de courbe qui descend. Peut-être ça va finir là, là, là. Et tu vois, ça c'est quoi? Édouard Philippe? Non, ça c'est Bruno Retailleau qui se casse la gueule. On a Glucksmann qui a réussi à remonter un peu, mais Glucksmann, j'y crois pas du tout. En fait, ce gars, putain, imagine Glucksmann président de la France. Aïe, aïe. très impressionnant parce que d'habitude, il est à ce niveau-là quelques semaines avant la présidentielle. Et là, on est très très en amont. Moi, je trouve que déjà, il a fait quand même plusieurs actes forts ces derniers mois. Jean-Luc Mélenchon, il a fait ce meeting en plein air à Saint-Denis devant la basilique des rois de France, où il avait reconnu, où il y avait plein de monde. C'était quand même assez impressionnant. Plus ces journées d'été qui ont été vraiment aussi, au fond, une épreuve de force qu'il a gagnée, qu'il a construite. C'est lui qui installe tous les débats, en fait, sur l'annulation de la dette, sur tout. En fait, il instaure les débats. Et donc, effectivement, il a cette dynamique. Moi, ce que je trouve très intéressant là-dedans, plus que la baisse de Marine Le Pen, qui quand même est très limitée, c'est celle d'Édouard Philippe.
C'est-à-dire que Édouard Philippe, quoi qu'il arrive, ça ne fonctionne pas. Même quand on enlève Gabriel Attal, ça fonctionne à peine mieux. Et donc, si vous voulez, on en est aujourd'hui à dire ah non. Mais je vois pas d'où ça doit fonctionner, Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Honnêtement, sais pas que je veux pas. Mais en fait, je pense que les gens qui votent Édouard Philippe et Gabriel Attal, ils votent pas parce qu'ils ont des convictions politiques. Je pense que c'est des gens qui n'en ont rien à foutre de la politique, qui n'en ont rien à foutre de changement, etc. Tu vois, c'est des gens, par exemple, qui gagnent 3 000 euros, 3 500 euros, qui sont bien, en mode normal, tu vois. Ils n'ont pas des sommes incroyables. Ils sont pas non plus pauvres. Mais ils veulent pas des gros changements qui bouleversent. Ils veulent pas que Marine Le Pen vienne et change tout, commence à parler d'immigration, etc., rajouter des problèmes. Ils veulent pas que Jean-Luc Mélenchon vienne, augmente le SMIC, ou, tu vois, ils veulent pas de problème, en fait. C'est des gens qui sont tranquilles, qui sont là, qui veulent pas de changement. Parce que ces deux-là ne vont rien changer. Gabriel Attal, Édouard Philippe, c'est des gens qui vont rien changer. C'est des gens qui vont maintenir le système comme il est actuellement, tranquille, où voilà, on force pas trop les choses, on est au milieu, tac tac. Je pense que c'est juste ça. Mais sinon, il n'y a aucune raison que Édouard Philippe, il est 18%. Je suis désolé. 18% pour Édouard Philippe. Pourquoi? Il a été ministre. Il est là quand il parle. Tu as l'impression que c'est un mec qui est sorti de l'ENA hier, qui a des spécialistes qui sont là pour lui dire, frérot, tu sais quoi, pas des risques, reste au milieu, te fais pas chier. Enfin bref. En plus, je vais rajouter quelque chose. Édouard Philippe et Gabriel Attal, quand ils parlent, tu as l'impression que c'est la même personne qui parle, juste qu'il y en a un qui a 10 ans de plus que l'autre. Mais absolument, ils se cannibalisent, Gabriel Attal et Édouard Philippe, mais en fait, les deux n'y arrivent pas. C'est charpenté. Tu sais, quand tu travailles comme ils travaillent, comme la France Insoumise travaille, ça ne peut que produire ces résultats. Ils ont un programme depuis pas mal de temps, donc ils avancent pas dans le flou. Les militants et les gens de gauche savent à quoi s'en tenir. Hein, on parlait du flou tout à l'heure avec le centre. Là, il n'y a pas de flou. On sait à quoi s'en tenir. Soit on n'adhère pas, soit on adhère, mais il y a un programme. C'est ce que je disais, en fait. C'est que quand tu vois Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, il y a un programme. Tu peux ne pas être d'accord ou pas d'accord, mais il y a quelque chose que tout le monde connaît. Notamment sur des questions qui ont été laissées de côté, notamment par le centre, l'écologie par exemple. Donc il est là à ce niveau-là. Ensuite, Mélenchon, il n'est pas tout seul. Il fait pas cavalier seul. Contrairement à d'autres partis qui, eux, flippent de faire monter des jeunes, des nouveaux, de renouveler le personnel, leur personnel politique. Lui, il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ces jeunes. Il n'a pas peur de ces lieutenants. Au contraire, il les met en avant. Dernièrement, on l'a vu avec l'élection municipale, on a vu émerger Bali Bagayoko et d'autres. Ali, il était déjà député, mais Ali Jouara, mais il était déjà député, mais bon. Quand même, il est devenu maire de la Courneuve. Donc, c'est quelqu'un qui sait s'entourer, contrairement au RN. Oui, il a fait monter une nouvelle génération. Voilà, il a fait monter. Donc, en fait, il y a une mécanique, et il y a une dynamique qui est enclenchée. Ensuite, en termes de communication, excusez-moi, on est sur de la masterclass. C'est-à-dire que lui, il saisit tout. La Coupe du Monde, il fait des maillots. Il est partout. Moi, je crois que c'est que le début. Par contre, le second tour, je donne pas très cher de sa peau pour l'instant, en tout cas. Mais en tout cas, sur la dynamique, il montre, en fait, il pourrait donner des cours aux Républicains, au PS, facilement, et leur montrer c'est quoi une campagne, comment on bâtit un programme, comment on fait pour s'entourer, comment on communique sur les réseaux sociaux. Mais il devrait créer des formations, ce monsieur. Je suis désolée. Il y a aussi la France Insoumise qui parle évidemment à d'autres types de populations et pour capter un certain électorat et qui sait très bien parler donc à tout cet électorat, notamment cette jeunesse. Ensuite, on a un électorat de gauche, l'ancienne gauche socialiste, très laïque, etc., qui s'amenuise énormément et qui n'a plus de représentants puisque l'intégralité de la gauche est divisée. Et en face, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui a un programme, qui a une équipe. C'est la 4e fois qu'il est candidat. Il est organisé, il est présent sur les réseaux sociaux.
Il organise des grands événements comme les amphis et ça fonctionne. Donc forcément, cet écho, je pense, lui permet aussi de trouver ensuite toute une base électorale qui ne cesse de s'agrandir. Puis il est porté par des fondamentaux socio-économiques, des fondamentaux socio-démographiques qui vont en faveur de cette gauche et qui vont contre la gauche qu'incarne Raphaël Glucksmann. Enfin, je vois pas une demande de Raphaël Glucksmann dans le pays, alors qu'autour de Mélenchon, j'ai beau considérer que c'est un ennemi existentiel pour la France, il y a une vraie ferveur, notamment auprès des jeunes. C'est un sondage qui est excellent pour Jean-Luc Mélenchon, qui continue sa progression. Il y a une hypothèse face à Édouard Philippe où il a gagné, excusez du peu, 5 points depuis la fin juin. C'est une dynamique de fin de campagne telle qu'il l'a connue en 2017 ou en 2022. Il est au second tour, vous l'avez dit, David, dans 3 scénarios sur 7. Ça, c'est du jamais vu. Jean-Luc Mélenchon, moi, ce qui me frappe quand même, c'est sa dynamique absolument inexorable. Il n'a jamais été, si je me trompe, Inexorable. Mais quand je vous dis que le vocabulaire, il a changé autour de Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez me croire. Parce qu'avant, c'était, oui, c'est un antisémite, faut pas lui parler, faut pas citer son prénom, etc. Et je pense que les médias, ils commencent à se rendre compte que, malheureusement, ça va être dur. Parce que Jean-Luc Mélenchon, en fait, il a un socle, c'est comme Marine Le Pen. Ils ont un socle solide. Des gens qui sont maintenant, parce que Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il a instauré quelque chose qui est très fort depuis, comme ils l'ont dit, depuis 2017, là, je pense qu'il a instauré quelque chose de très, très solide et il y a des gens qui sont derrière lui et il y a des gens qui voteront toujours. Je pense que la France insoumise, maintenant, c'est fini, c'est devenu un parti. Après, je sais pas quand est-ce qu'il va partir, quand il va partir, est-ce que ça va continuer? Parce qu'il a quand même un aura que peut-être Manuel Bompard ou les autres n'ont pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tant qu'il est là, ça c'est sûr à 100%, c'est que tant qu'il est là, je pense qu'il y a un socle commun qui est là, qui votera toujours Jean-Luc Mélenchon. Parce que il défend des idées qui sont très populaires au sein d'une partie de la population. Je pense que si tu prends l'histoire de le SMIC à 2000 €, des trucs comme ça, je pense que ça parle à beaucoup de Français qui sont très pauvres, qui n'ont pas d'argent, des Français de souche. Moi, j'utilise les termes, les gars, je suis désolé. Les Français de souche, les Français de papier, etc., tout ce que tu veux. Et de l'autre côté, il a un discours sur l'islam qui touche tous les musulmans de France, je suis désolé. Et les musulmans de France représentent également un pourcentage. Et il a un discours sur l'immigration qui touche quasiment tous les Français issus de l'immigration. Donc, tu mélanges tout ça, bah, je suis désolé, ça te fait un pourcentage quand même assez important de gens. Et je pense que LFI, même sans Jean-Luc Mélenchon, ça peut continuer. Le vrai défi, ça va être de retrouver un candidat crédible, parce que Manuel Bompard, il est intéressant, mais je sais pas si il a l'aura de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Mais ce qui est sûr, c'est que le parti, je pense qu'il va rester, parce qu'il y a, les bases sont là, ils ont tout instauré, et ça va être très difficile de les éjecter maintenant de les sphères politiques. Peut-être, Frédéric, à cette étape d'une campagne électorale à ces niveaux-là. Jamais. Or, on le sait, très bon en campagne, on le sait. Alors, est-ce que c'est son seul socle? Est-ce qu'il y aura est-ce que ça va se détacher? Est-ce que, au-delà de son socle, c'est ce qu'on dit, il y a un rejet personnel qui fait que de toute façon, même s'il est arrivé au deuxième tour, il n'a aucune chance. Tout ça, c'est à voir. Mais quand même, c'est très important. Moi, j'observe d'abord que Jean-Luc Mélenchon fait une très bonne campagne. Je trouve qu'il est vraiment très puissant, très pro. Très puissant, très pro. Tout à l'heure, c'était impressionnant. J'ai oublié l'autre terme aussi qui a été utilisé. Ok, on est sur LSI, on n'est pas sur CNews et tout. Mais quand même. Si je puis dire, je partage pas ses idées, mais j'admets que sur le terrain, c'est le général qui commande ses troupes. Et surtout, il sait faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. C'est-à-dire qu'on voit très bien quelle est la dynamique de sa campagne. Aujourd'hui, il rassemble sur des sujets qui sont très clivants,
d'ailleurs si clivant que c'est ce qui donne le ton de la campagne. C'est lui qui décide. Vous savez, il applique un peu les règles de Sun Tzu. Vous gagnez la guerre quand vous avez décidé de l'endroit où vous allez la faire et du moment où vous allez la faire. Ce sont ces sujets quand vous imposez vos mots, quand vous imposez vos sujets, vous bénéficiez d'un phénomène même si vous êtes critiqué, mais au contraire, je pense même que le débat abonde, si vous voulez, le soutien de ses propres troupes et même probablement de nature à l'élargir. Je pense néanmoins qu'il y a un plafond de verre, que ce sera compliqué d'aller au bout et que même s'il joue le père tranquille, même s'il se met dans les habits de François Mitterrand à partir du mois de décembre, il y a des choses qui ne s'oublieront pas. J'ai l'impression d'être dans un sketch en fait, où comment les minoritaires pensent. Je ne suis pas forcément d'accord avec le monsieur qui dit qu'il y aura un plafond de verre, etc. et tout, qu'il arrivera jamais au bout. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que si tu as Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au second tour, ouais, ça va être compliqué parce que je réfléchis en même temps qui peut basculer d'un côté ou de l'autre. C'est vrai que après ça s'oublie. En fait, le problème c'est qu'il y a deux choses. Je pense que les médias pensent que Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas gagner le second tour parce que avec toute l'histoire on le traite d'antisémitisme et tout, gna gna gna, qui fait que ok, il n'est pas présidentiable pour eux. Et de l'autre côté, Marine Le Pen, son problème c'était ok, c'est l'extrême droite, anti gna gna gna, anti tout ça. La question c'est qu'est-ce qui est plus facile à oublier? Parce que c'est là que ça va se jouer. C'est que d'ici mars, c'est loin, c'est encore 8 mois. Il y aura plus, peut-être il y aura une guerre, mais il y aura plus de guerre en Iran et tout. L'histoire avec l'Israël, ça va s'oublier un peu. Tu vois, parce que ça commence même à s'oublier maintenant, parce que ça n'entre plus dans les débats actuellement. Tu vois, si on était sur une phase où il y avait encore ces débats-là, vu sa position sur Israël et tout, avec le lobby israélien en France, je pense que ok, ça aurait pu le mettre en difficulté. Mais d'ici mars, si la guerre en Iran, Israël, tout ça là se calme, les gens vont commencer à oublier ça. L'histoire de l'antisémitisme, ça va commencer à s'effacer petit à petit dans la mémoire des gens. Donc, je pense que c'est plus facile d'oublier ce sujet-là que d'oublier que Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen. C'est Le Pen, tu vois. C'est Le Pen, c'est l'extrême droite, etc. Et c'est là que ça va se jouer. C'est sur ça que ça va se jouer parce que je pense qu'au second tour, il n'y a plus une histoire de conviction. Au second tour, il y a plus, les gens ne votent plus. Au second tour, les gens ne votent pas parce que je suis d'accord avec lui ou je suis d'accord avec lui parce qu'au premier tour, ils ont voté pour d'autres. Au second tour, les gens, ils votent pour le moins pire pour eux. Ok, je vais voter pour c'est qui le moins pire, etc. Et c'est sur ces sujets-là qu'ils vont réfléchir. Sur pourquoi ils n'avaient pas voté déjà pour ces deux candidats au premier tour. Et sur ces sujets-là, ok, qui est le moins pire que l'autre. Continuer à garder le pouvoir. Pardon, mais c'est-à-dire qu'on vous entend tous là, Hervé Morin inclus, c'est oh là là, non mais d'accord, on n'arrive à rien, on est au fond du seau de la loose et ça marche pas. Et pourtant, ça fait quand même 10 ans qu'on est au pouvoir. Mais là, on sait jamais, on va essayer de voir comment on peut réussir à se maintenir. Mais même moi, démocratiquement, je commence à être un peu gênée par ça. Ce truc de montrer tout le temps Mélenchon en épouvantail de si vous votez Mélenchon, vous vous faites élire Marine Le Pen. Alors, pardon, mais pour tous les candidats, pour tous les électeurs mélenchonistes, je trouve qu'on leur crache au visage 15 fois par jour et je me mets à leur place. Moi, je serais radicalisée. Je suis pas d'accord avec vous non plus, Pascal Perry, parce que vous avez le... Mais pourquoi il y a François Hollande? Pourquoi il y a François? Ah putain, lui il me fume, lui il me fait trop rire. Ah ouais, ok, les gens ils mettent quand même, ok, Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ils mettent 67-33, ok. Genre pour eux c'est plus probable que Glucksmann gagne devant Le Pen que France. Ok. Oui, je pense qu'il y a l'histoire là que je vous ai raconté tout à l'heure. L'histoire de Jean-Luc Mélenchon, le méchant et tout.
ça joue encore dans la tête des gens, mais à voir dans la durée. Mais c'est très très surprenant parce que attention à ne pas se tromper. Je comprends plus là. Hein. Vous avez le. Moi je représente pas Emmanuel Macron. Non, mais Attendez. je veux juste finir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez, moi je crois pas du tout qu'il va progresser Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour. Ça c'est la fondation Jean Jaurès qui dit que la gauche, il y a un gros quart de la gauche, un très gros quart de la gauche qui, quoi qu'il arrive, votera utile. Et voter utile, quand vous avez Marine Le Pen, Mélenchon, c'est Mélenchon. Donc si vous voulez, moi j'entends au fond tout le monde là, Fleury Moucheté en train de se dire, vous aussi, hein, parce que quand vous avez dit à mais j'en prends une, j'ai rien fait moi. Si vous avez fait aussi, même si je vous aime beaucoup comme Pascal Ferry. Explicité parce que c'est que c'est de dire il y a le candidat du système, il y a le candidat du système et les candidats anti-système. Donc les candidats anti-système, si vous avez très bien compris, compris qu'ici, en fait, l'idée, c'est comment on fait passer les minoritaires qui, pour le moment, ne représentent rien. Et donc, les deux seuls candidats aujourd'hui qui pèsent dans le game, c'est Mélenchon et c'est Marine Le Pen. Parce que c'est vrai. Je suis pas d'accord. Parce que c'est vrai. Moi, j'ai écouté Jean-Luc Mélenchon dimanche sur votre antenne à ses universités d'été. Je dois reconnaître, même si je ne suis pas un électeur de Jean-Luc Mélenchon, ça ne surprendra personne compte tenu de mon passé. Je pourrais avoir des retournements de veste spectaculaires, mais pas à ce point-là. Il y a une série de choses qu'il disait avec lesquelles j'étais d'accord. Et si j'étais un électeur ou quelqu'un non engagé politiquement, je pourrais me dire tiens, ça c'est bien, ça c'est bien. Et le choix va se faire comme ça. Et il faut pas penser que quelqu'un qui a voté Marine Le Pen ne pourrait pas voter Mélenchon, ou qui vote Gabriel Attal ne pourra pas voter pour Retailleau. Je pense qu'on a une vision qui est trop Sciences Po, d'enfermer les gens dans des cases pour donner de la rationalité à la vie politique, et que l'électorat réel, il est beaucoup plus volatile que ça, et il peut nous créer beaucoup plus de surprises qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Comme vous êtes mignon. Bon. Pas vraiment un terrain favorable normalement ici. Si. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Et leur cas de vérité. C'est-à-dire, vous les craignez pas? Non, alors crâne déjà c'est pas trop ma nature. Non, mais je pense que ils sont un peu dans un jeu de rôle. Et moi, mais si je suis élu, ma présence s'impose à eux. Ils l'ont dit, ils sont républicains. Et eux à moi, puisque nous sommes compatriotes. Donc moi, je vis pas ça comme un moment de tension, sauf s'ils veulent, mais... En fait, je sais pas pourquoi, mais... En fait, la France insoumise, je les vois comme une armée, en fait. Je les vois trop comme une armée. En fait, ils sont soudés, En fait, c'est des gens qui vont en guerre. Ils ont leurs idées et il n'y a rien qui va les arrêter. Si, regarde, Mathilde Panot, Coquerel, Manuel Bompard... En fait, il manque juste Mano Aubry, je sais pas où est-ce qu'elle est. Mais, mais je sais pas. En fait, même quand tu les écoutes dans les débats, ils ont un truc qui leur est propre. J'y suis aussi entraîné qu'eux. Le Cornu, il appelle à la responsabilité les parlementaires qui sont derrière vous. Oui, c'est ça. Et bien que c'est lui qui devrait faire appel à la responsabilité et pas faire un budget désastreux qui va nous amener à la récession. D'accord? On va se parler de Mano Aubry, je crois que c'est elle qui est là derrière. Il va nous amener à la récession. D'accord? L'inflation plus son budget, on va être en récession. Et les pauvres gens en peuvent plus de ça. Vous avez vu l'inflation qui arrive sur l'alimentation, qui est déjà le point par lequel les plus pauvres de nos compatriotes, ou comme on dit aujourd'hui, les moins riches, pour faire des litotes, déjà... Ah non, c'est pas elle, désolé. Souffre. Déjà, on a des gens qui ne mangent pas à chaque repas pour protéger, pour les gosses, etc. De temps à autre, faut se rappeler que la politique, c'est des êtres humains. L'économie, c'est pas que de la comptabilité. C'est des dynamiques et c'est des êtres humains. Moi, de toute façon, c'est ça qui a fait ma vie, alors je vais pas arrêter maintenant. Qu'est-ce que vous répondez à Edouard Philippe qui veut abaisser la durée de la subvention ce qu'il a dit ce matin? Que pour ce qui est d'emmerder le monde, il est très fort. Jean-Luc Mélenchon, je le disais, qui donne le ton. Bon, les gars, on va s'arrêter ici. C'est très intéressant, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez regarder la vidéo en entière, la chaîne YouTube s'appelle Philanthrope, je crois que c'est ça, c'est la filature, pardon, la filature. Donc si vous voulez aller regarder la vidéo en entier, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, il a des vidéos qui sont très très intéressantes. Et voilà, nous on s'arrête là pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!